Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 18 juin 2026 et notre cher ami, notre frère, Alex Kreiner est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Ravi de te retrouver, Nima. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alex, commençons par cette information de dernière minute. Hier soir, on a appris que l'Iran et les États-Unis, les deux parties, ont signé le mémorandum d'entente en 14 points. Et enfin, on a pu lire le texte, on a le document, puisque les deux côtés l'ont rendu public. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, je pense qu'en examinant ce plan en 14 points, beaucoup diront que c'est une énorme défaite pour l'administration Trump, pour les États-Unis. Mais à mon avis, c'est simplement la réalité du nouveau monde dans lequel on vit. Vous savez, on ne peut plus avoir d'esclaves, parce que tout ce qui se passe dans ce mémorandum d'entente, d'ailleurs ce n'est pas un accord, ce n'est pas un traité, ni quoi que ce soit de ce genre, montre bien ce changement. C'est un chemin, en quelque sorte, un point de départ pour que les deux parties puissent se retrouver et discuter. C'est ça l'essentiel. Mais tout le fondement, toute la base de ce qui se passe aujourd'hui, c'est à mon avis le même principe que celui de l'esclavage à l'époque. Quand les esclaves se sont levés en disant « Nous ne sommes plus des esclaves, nous voulons nos droits », c'est ce que je vois dans la situation actuelle. Mais si on revient au plan en 14 points, le point principal, le premier, parle d'Israël et du Liban, et pas seulement d'Israël et du Liban, mais aussi de l'Iran et des États-Unis. Alors quand on regarde ce qui s'est passé, quelle est votre lecture? Comment comprenez-vous la situation actuelle entre les deux camps? Je suis d'accord avec toi, Nima. C'est tout simplement le reflet de la réalité. Il n'y a pas eu de victoire militaire. Et c'est justement ce qui rend toute cette guerre si difficile à comprendre. Pourquoi? Bon sang. Donald Trump a-t-il décidé d'attaquer l'Iran avec les Israéliens? Toi et moi, on en parlait encore 1 ou 2 semaines avant que la guerre ne devienne inévitable. Je disais, c'est pas possible. Personne n'est assez stupide pour faire ça. Mais je me trompais. Et ils l'ont fait. La raison pour laquelle je pensais qu'ils ne le feraient jamais, c'est que c'est évident qu'en matière d'escalade, l'Iran domine la région. Ils se préparent à ce conflit depuis 20 ans. Ils ont toutes sortes de moyens de nuire aux intérêts américains dans la région. Ils pourraient même, très probablement, réussir à chasser la présence militaire des États-Unis de là-bas. Donc, il n'y avait que des risques, aucun avantage. Tout était à perdre, sauf pour Israël. Si la guerre avait été un succès, le principal bénéficiaire, ça aurait été Israël. Et puis, la City de Londres et Wall Street. Les États-Unis, eux, n'en tirent vraiment aucun bénéfice, à part devoir encore surveiller la région, ce qui est une tâche énorme. Je m'étais trompé. Tout ça a duré 3 mois. Je pense que les États-Unis et Israël ont tout fait pour éviter ce genre de cessez-le-feu et de protocole d'accord, tout ce cadre-là. Parce que, à mes yeux, c'est une énorme capitulation pour les États-Unis et pour Israël. Rappelons-nous, il y a 3 mois, Trump parlait de reddition inconditionnelle. Il exigeait une reddition inconditionnelle. Il allait nommer le nouveau guide spirituel et le nouveau gouvernement de l'Iran. Ils allaient prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils allaient prendre le contrôle des ressources pétrolières iraniennes. Ils allaient priver l'Iran de son programme balistique, qui est sa principale force de dissuasion défensive. Et là, ils lèvent le blocus naval. Ils autorisent à nouveau l'Iran à exporter du pétrole. Ils débloquent 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens. Et ils ont accepté un cadre pour des réparations
qui ne seront pas versés directement en espèces des États-Unis à l'Iran. Mais ils ont convenu d'un fonds de 300 milliards de dollars pour les réparations et la reconstruction du pays. Ce serait la première chose que normalement les États-Unis n'auraient jamais autorisée. D'habitude, ils auraient tout gelé, sanctionné et interdit à quiconque d'investir le moindre centime en Iran. Là, ils ont dû reculer sur cette position. Trump lui-même, pendant son premier mandat, avait imposé des sanctions de pression maximale contre l'Iran. Donc tout ça a été jeté par-dessus bord. Et du coup, c'est difficile de ne pas voir ça comme une défaite pour les États-Unis et pour Israël, et comme une victoire pour l'Iran. Rien que ça déjà rend toute l'affaire un peu suspecte. Parce que qui sait, peut-être qu'ils vont utiliser cette période de 60 jours, ce cessez-le-feu de 60 jours, pour se préparer à, vous savez, la prochaine attaque contre l'Iran. Mais je pense que les Iraniens, eux, ne sont pas naïfs. Ils comprennent très bien ça, et donc ils se préparent aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Trump a été interrogé, en gros, sur la raison de ce changement de position aussi radical. Et il a répondu qu'ils étaient à 4 semaines de manquer de réserves de pétrole. Alors si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est Trump qui l'a dit, donc ça peut être vrai ou pas, eh bien ce serait un facteur extrêmement important. Mais il y a aussi une déclaration venue d'Israël, relayée par Al-Mayadeen. L'ancien commandant de la marine israélienne a dit, je cite la déclaration, je la lis depuis la version anglaise d'Al-Mayadeen, je cite, « Nous avons vu ce que peuvent provoquer même des salves limitées de missiles iraniens. Les dégâts ici en Israël sont énormes, vraiment énormes. Une partie importante de ces dégâts n'est pas visible pour nous, et nous n'en avons pas conscience à cause de la censure militaire. Donc l'Iran a été très efficace pour frapper les bases et les cibles militaires américaines et israéliennes. Et je pense que cela a pris les Américains et les Israéliens par surprise, parce que ces frappes étaient extrêmement précises et extrêmement destructrices. Donc, continuer l'affrontement militaire avec l'Iran faisait clairement plus de mal aux États-Unis et aux Israéliens qu'aux Iraniens eux-mêmes. Alors que faire? Plus on s'entête, plus on s'épuise, plus on s'affaiblit et plus la position de négociation se dégrade. Je pense que ça fait partie de la réalité que vous évoquiez. Ils ont découvert à leurs dépens la supériorité militaire de l'Iran, sa puissance et sa capacité d'escalade. Et à ce stade, à moins de vouloir recourir à l'arme nucléaire, il ne reste plus qu'à jeter l'éponge, à abandonner et à dire « D'accord, ça suffit ». Je pense que l'Iran n'a jamais vraiment été, tu sais, l'un des grands enjeux géopolitiques pour l'establishment américain. Depuis la Révolution, ils ont voulu gérer la question iranienne en s'appuyant sur Israël et sur les pays du Golfe. Mais c'est pour ça que, selon moi, s'il devait y avoir un recours à l'arme nucléaire, ce serait pour l'ennemi ultime, pour la cause ultime. On n'en est pas là aujourd'hui. Parce qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé avec la politique étrangère des États-Unis depuis des années. Tout récemment encore, on a entendu Anthony Blinken et aussi Hillary Clinton. Elle a raconté que Benjamin Netanyahou lui avait demandé à plusieurs reprises que les États-Unis attaquent l'Iran. Nous devons faire ceci et cela. Ça va aider les États-Unis dans la région. Et ça va donner une sorte d'énorme levier à Israël. C'est toujours ça, le plan. Si vous deviez citer un seul rêve de Benjamin Netanyahou dans toute sa vie, ce serait l'attaque contre l'Iran et la fin du soi-disant régime iranien. Et il a obtenu cela grâce à l'administration Trump. La différence ici, c'est qu'il y a 2 facteurs, à mon avis, qui sont particulièrement importants pour l'administration Trump. Le premier, c'est l'économie, et le second, c'est le stock stratégique des États-Unis pendant la guerre.
C'était énorme. Ces deux facteurs ont été gravement touchés par la guerre. Ce n'était pas une longue guerre, vous vous souvenez, 39 jours de guerre. Donc, ce n'était pas énorme en durée. Vous voyez, on se lance dans une guerre sans vraiment savoir quels sont les objectifs principaux. Allons droit au but. Quels étaient ces objectifs? Ils ne l'ont pas dit officiellement, mais ils demandaient qu'il n'y ait aucun enrichissement d'uranium sur le sol iranien. Ils voulaient imposer, vous savez, une sorte de restriction sur les missiles balistiques iraniens, et bien sûr pas d'armes nucléaires. Ils ont aussi parlé du soutien de l'Iran à ce qu'ils appellent les proxys, les groupes alliés de l'Iran dans la région, parce que oui, l'Iran les soutient. C'était ça, en gros, les objectifs. Je n'ai pas entendu grand-chose directement de l'administration Trump, mais les Israéliens, eux, ont été très clairs sur ce qu'ils voulaient vraiment. Et Benjamin Netanyahou voulait vendre cette idée. Il voulait convaincre l'administration Trump que si elle arrivait au pouvoir et procédait à un changement de régime, elle atteindrait tous ses objectifs. Et voilà, Donald Trump. Quelle solution s'offre à lui maintenant? Il est déjà engagé. Le détroit d'Ormuz est fermé. Pas de changement de régime. Plus de politique d'interdiction d'enrichissement. Cette politique-là a disparu. Les missiles balistiques, ces objectifs ont été d'une certaine manière atteints par cette guerre. Donc pour Donald Trump, il n'y a pas de bonne option. Que peut-il faire d'autre? Oui, tout à fait. Je pense, Nima, que Trump en a probablement assez. Il veut en sortir. Au début, j'étais très sceptique à propos de cette soi-disant brouille entre Trump et Netanyahou, mais il semble que ce soit bien réel. Et on le voit aux réactions d'Israël et de ses partisans, qui sont presque hystériques à ce sujet. Je veux dire, ils se rassurent maintenant en parlant d'une guerre contre la Turquie ou l'Égypte. Vous voyez, il faut bien qu'ils se consolent d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tuer et détruire. Alors j'imagine que s'ils ne peuvent pas aller tuer et détruire en Iran ou au Liban, eh bien, la Turquie fera l'affaire. C'est complètement fou. Donc je me suis dit que, oui, je pense que c'est un moment très, très porteur d'espoir. J'ai trouvé très intéressant que Trump ait salué le rôle de la Russie et de la Chine, parce qu'il a dit qu'ils étaient neutres. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils le soient. En réalité, ils sont presque alliés avec l'Iran. Ils ont fourni des renseignements aux Iraniens, des radars, des images satellites. Et je pense aussi certains types de systèmes anti-aériens ou anti-missiles balistiques, et ainsi de suite. Donc, pas vraiment neutres. Mais il leur a quand même adressé ses éloges, ce qui me fait penser qu'il y a peut-être eu un certain niveau de coordination entre le camp américain, les Russes et les Chinois. Et ça me ramène toujours à ce que Sergei Karaganov disait il y a quelques mois. Eh bien, il y a plus d'un an, il a dit que leur rôle avec l'administration Trump consistait à aider les États-Unis à passer du statut d'hégémon mondial à celui de puissance mondiale normale, et ce, de la manière la moins perturbatrice possible. Et moi, je fais toujours attention à la façon dont les Russes et les Chinois réagissent face aux États-Unis. Jusqu'ici, ils ont été très mesurés. Ils n'ont pas trop critiqué Trump. Mais en même temps, ils ont clairement montré qu'ils soutenaient l'Iran dans ce conflit. Donc, à mon avis, ils ont probablement contribué à convaincre Trump de faire marche arrière. Et il est fort probable qu'ils joueront un rôle important dans la mise en place de la prochaine architecture de sécurité dans la région. Je pense que c'est la prochaine étape et qu'elle dépendra de la capacité des Israéliens, ou plutôt des intérêts sionistes, à saboter les négociations de paix.
Peut-être qu'ils essaieront encore d'assassiner des dirigeants iraniens. À mon avis, c'est pour cette raison que le document n'a pas été signé à Genève, mais virtuellement. Pezeshkian et Trump ont tous les deux signé des exemplaires papier authentiques, mais Trump était à Versailles, ce qui est intéressant. Et Pezeshkian était à Téhéran. Personne n'a eu besoin de se déplacer. Parce qu'au fond, qui sait, si Pezeshkian s'était rendu à Genève, qui sait s'il serait revenu? Oui, je crois que vous avez mentionné le rôle de la Chine et de la Russie, et c'est important. On sait que le gouvernement pakistanais entretient de bonnes relations avec la Chine, avec l'Iran, avec les États-Unis, en fait, avec à peu près tout le monde. Ils allaient un peu partout. Ils discutaient avec les Chinois, avec les Iraniens, avec les Américains. Et on a vu, vous vous souvenez, le ministre iranien des Affaires étrangères se rendre en Chine, puis en Russie, pour parler avec eux. Ce n'était pas que de la coopération, vous savez, parce que selon moi, ces pays sont en train de redéfinir complètement les équilibres. Et justement aujourd'hui, on a appris que le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération avec l'Iran allait s'approfondir. La Chine et l'Iran sont des partenaires stratégiques globaux et ils vont continuer à renforcer ce partenariat stratégique global qui représente environ 400 milliards de dollars. Et ils sont en train de le consolider. Donc, à mon avis, tout est en train de se redessiner. Et Donald Trump, comment voyez-vous la manière dont l'administration Trump perçoit tout ça? Est-ce que vous sentez une évolution? Parce que si on regarde le G7, le sommet du G7, quelle est votre perception aujourd'hui? Il arrive à la réunion, il dit « c'est moi le patron, je suis là ». Puis il fait le tour, il s'assoit, il répète « c'est moi le patron ». Mais quand il rit, quand il sourit après ça, il sait bien que tout ça n'existe plus vraiment. Parce que le monde a changé. Det är sen för smås. Oui, Nima, je reste vraiment perplexe sur ce qui a bien pu pousser Trump à vouloir faire la guerre à l'Iran. Franchement, c'était complètement fou. Je pense que cette guerre est avouée à soi. Oui. Et d'une manière ou d'une autre, Trump a été convaincu d'y aller. Même si on se souvient qu'en 2019, il y avait une énorme pression sur lui pour qu'il parte en guerre contre l'Iran, et il avait dit non. Et à l'époque, ça avait fait un gros scandale. C'était il y a longtemps, mais c'était vraiment un scandale. Donc il savait qu'il ne fallait pas y aller à ce moment-là. Eh bien, cette fois, il y est allé. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. Mais, d'après ce qu'on a entendu de Trump lui-même et de Marco Rubio, ils sont partis en guerre pour le bénéfice d'Israël. Ils y ont été entraînés par les Israéliens. Bon, admettons que ce soit vrai. Si l'influence israélienne a vraiment été le facteur déterminant de cette guerre, alors Trump doit être très en colère, parce qu'il a été trompé, si c'est bien le cas. Il a été trahi, on lui a menti. Vous savez, Benjamin Netanyahou, j'ai toujours dit que je ne crois pas à cette idée selon laquelle Trump et Netanyahou seraient de grands amis. J'ai toujours pensé, depuis le premier mandat de Trump, que Trump n'aime pas Netanyahou. Peut-être même qu'il le déteste. Alors, c'était quoi au juste? Peu importe ce que c'était. Trump a dit quelque chose comme « D'accord, j'y vais, je participe ». Et là, il a trahi sa base. Il a éloigné beaucoup de gens qui étaient ses soutiens, ses partisans les plus fervents, comme Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Trump. Oh mon Dieu, enfin je perds le fil. Mais il y avait tout un groupe, Tulsi Gabbard peut-être. Il y avait tout un groupe de gens autour de lui qui semblaient sincères, de vrais patriotes américains qu'il a soudainement mis à l'écart.
et il s'est retrouvé entouré uniquement de sionistes zélés. À partir de là, tout s'est très mal passé pour lui, quelques mois avant les élections de mi-mandat. Il doit donc être furieux contre les Israéliens, contre Benjamin Netanyahou, contre tout ce cercle sioniste qui l'entoure. D'après les témoignages de Tucker Carlson, il sait que ces gens ne l'aiment pas non plus, qu'ils le détestent et qu'ils l'ont manipulé. Alors aujourd'hui, il pourrait bien se sentir carrément vindicatif, pas seulement plein de ressentiment ou de haine envers eux, mais peut-être même animé d'un désir de vengeance. Et en même temps, les Chinois, les Russes, eux, sont restés mesurés, constructifs, amicaux. Et je pense qu'ils ont peut-être, tout récemment, enfin, si tout ça n'avait pas été éclipsé par la guerre avec l'Iran, je pense que les Russes ont en fait commencé les travaux de construction du tunnel sous le détroit de Bering. Donc, les Russes ne lâchent pas cet esprit de l'Alaska. Ils continuent de donner la priorité à leurs relations avec les États-Unis. L'idée qu'ils veulent gérer les États-Unis, les aider à devenir une puissance normale, tout ça est en cours. Et je pense que, dans tous ces contacts qui se sont multipliés en coulisses, tout cela est remonté jusqu'à Trump, qu'il en est conscient. Il se dit bon sang, c'était une erreur de s'allier avec les fous. Mais les autres, eux, ne lui ont pas claqué la porte au nez. But the doors were not slammed in my face by the other people. And so I think that Je pense que tout ça a obligé Trump à ravaler sa fierté, à se demander qui sont vraiment ses amis, ses alliés, qui sont les forces constructives et qui sont les fous. Et donc, avec un peu de chance, ça renforce la multipolarité, l'initiative des nouvelles routes de la soie, les BRICS, ce qu'il en reste en tout cas. Ça rend ces forces-là plus solides et ça affaiblit la conspiration impériale sioniste. Voilà pour cette situation, Nima. Mais la situation au Royaume-Uni et celle en Ukraine sont très liées. Il y a 2 jours, on est le 18 aujourd'hui, non? Oui? Il y a 2 jours, on a eu la publication de l'enquête sur les gangs de viol en Angleterre. Et je pense que ça va devenir l'un des événements les plus marquants du XXIe siècle, parce que ça pourrait complètement bouleverser l'ordre établi au Royaume-Uni, un ordre qui dure depuis la glorieuse révolution de 1688. Vous savez, la bombe vient juste d'exploser il y a 2 jours. Et maintenant, les Britanniques commencent à encaisser le choc. On voit la colère monter, et il n'est plus possible de la nier. Pendant longtemps, on a essayé de tout nier en disant « Ah, si vous parlez des gangs de prédation, vous êtes raciste, vous stigmatisez la population musulmane, et ainsi de suite. » Mais maintenant, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. Le problème est vraiment profond, vraiment très profond. Il imprègne pratiquement tout l'establishment britannique, parce que la dissimulation a été menée par 2 premiers ministres, Gordon Brown et Keir Starmer. Les grands médias n'ont rien dit pendant 2 jours. La famille royale n'a rien dit non plus pendant 2 jours. Je pense que le peuple britannique est sur le point d'exploser de colère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La veille de la publication de l'enquête, les Royal Marines britanniques ont arraisonné un navire russe dans la Manche, une provocation. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'une frégate russe est arrivée, puis un bateau à moteur privé est allé viser cette frégate russe, ce qui heureusement n'a pas provoqué d'incident. Mais alors, ce matin, la Russie, Moscou, se réveille avec des scènes pratiquement apocalyptiques, après la plus grande attaque de drones ukrainiens jamais vue. L'horizon de Moscou n'est plus que fumée noire. Et j'ai l'impression que les Britanniques sont aujourd'hui désespérés, qu'ils cherchent à déclencher une grande guerre, à provoquer les Russes, parce qu'à la maison, la situation est au bord d'une révolution, voire d'une guerre civile. Le système est en train de perdre toute légitimité. Et vous savez, au Moyen-Orient, en 2019,
C'étaient déjà les Britanniques qui menaient la campagne de pression sur Trump pour qu'il parte en guerre contre l'Iran. Les Britanniques sont les principaux instigateurs de la guerre en Ukraine contre la Russie. Ils ont signé ce partenariat de 100 ans pour fournir des technologies de drones aux Ukrainiens. The 100-year partnership to provide drone technologies to the Ukrainians. So the Russians know perfectly well. Les Russes savent très bien que ce sont les Britanniques qui sont derrière toute cette guerre de drones contre eux. Et à ce stade, les Britanniques ne cherchent même plus à le cacher, parce qu'ils veulent que les Russes réagissent et qu'ils déclenchent une guerre plus large. Leur but, c'est de détourner l'attention des problèmes intérieurs et de canaliser la colère du peuple vers un ennemi extérieur. Donc, à mon avis, tout est en train de se mettre en place. Et ce conflit, Trump ne peut pas ne pas le voir. Il faut qu'il prenne une décision sur le camp qu'il choisit. Parce que si on se range du côté d'Israël, on se range du côté de l'Empire mondial. Et dans ce cas, on est contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran, et ainsi de suite. Je pense que la situation de l'Ukraine devient de plus en plus compliquée. Lors du sommet du G7, on a vu que, je ne sais pas si c'est Macron qui l'a dit, mais Donald Trump se rapprocherait de la position des Européens et il voudrait mettre davantage de pression sur la Russie. Et le point, Alex, que Donald Trump a encore soulevé, c'est que cette guerre dure trop longtemps et qu'ils ne font rien sur le terrain. À chaque fois qu'il s'exprime, il essaye de présenter la guerre de cette manière. Il dit « Pourquoi ne font-ils rien sur le champ de bataille ?» Mais ils ne comprennent pas la complexité de la situation en Ukraine. Le cas de l'Ukraine est à mon avis trop complexe parce que, comme tu l'as mentionné, ils ont le soutien des Européens. Ils reçoivent de l'aide en ce moment, mais la main-d'œuvre, elle, n'est pas là. Ils n'ont pas les armes à cause de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran au Moyen-Orient. Ils ont épuisé beaucoup de ces missiles et de ces intercepteurs, donc ils n'avaient pas grand-chose à envoyer à l'Ukraine. Mais malgré tout, l'Ukraine a réussi à produire ses drones missiles avec les Européens, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni. Tous ces pays aident l'Ukraine à fabriquer plus de drones, non pas pour se battre sur le champ de bataille, mais pour frapper des civils en Russie. C'est la réalité. La situation est assez complexe. Et la Russie, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le terrain en Ukraine, n'est pas prête à tuer les gens en Ukraine, comme on a pu le voir avec ce qu'Israël a fait à Gaza ou ce qu'ils font dans le sud du Liban. Ce n'est pas le cas de la Russie. La Russie mène une guerre sur le terrain. Et tout le plan des Russes, c'est de se concentrer sur la partie est de l'Ukraine. Ils ne veulent pas aller dans l'ouest du pays. Ils savent très bien que ce serait un énorme piège pour la Russie d'y aller. Et franchement, il n'y a aucun intérêt pour eux à le faire. Personne ne les accueillerait s'ils allaient aussi loin. Donc, c'est une zone totalement différente. Et Donald Trump, encore une fois, à mon avis, le vrai problème, il est à Washington. Il ne comprend pas la complexité de la situation. Il veut mettre un terme au conflit, comme il voulait le faire au Moyen-Orient. Il pensait que Benjamin Netanyahou lui fournissait des renseignements et que tout allait devenir grandiose et magnifique grâce au soi-disant changement de régime en Iran. Et il voit les choses tout aussi simplement en Ukraine. C'est encore une fois le problème à Washington, selon moi. Oui, je suis d'accord avec toi, Nima. Mais tu sais, lors de ce sommet du G7, ce qui était intéressant, c'est que Trump ignorait pratiquement Keir Starmer. Et il ignorait aussi Volodymyr Zelensky. C'est quand même assez frappant. Et puis, il y a cette enquête sur les gangs de violeurs, qui, tu sais, c'est sans doute le plus grand crime jamais commis contre le peuple britannique, probablement dans toute son histoire. C'est absolument énorme. Ça dure depuis des décennies.
les 250 000 jeunes filles britanniques violées, c'est l'estimation la plus prudente. Le vrai chiffre est sans doute bien plus élevé. Et maintenant, tout ça commence à éclater au grand jour. Et les États-Unis, d'une certaine manière, ont joué un rôle là-dedans, parce qu'en 2019, un rapport avait été préparé pour Elon Musk. There was a report prepared for Elon Musk. And that report has vanished, but I have a Et ce rapport a disparu, mais moi j'en ai une copie. C'était un rapport extrêmement sévère qui expliquait que ces gangs de violeurs, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'argent. Ces groupes ne se contentent pas de trafic de drogue, de viol ou de traite d'êtres humains. Ils font aussi de la fraude à la TVA, de la fraude hypothécaire, de la fraude à l'assurance. Ils génèrent énormément d'argent. Et cet argent est ensuite blanchi à travers des banques britanniques. C'est presque certain que tout ça se fait avec la complicité des services de renseignement, parce que ça imprègne toute la société. Les politiciens, les conseils locaux, le service national de santé, tout est impliqué là-dedans. Et ils génèrent des milliards de livres chaque année. and they're generating billions of pounds every year. And some of that money in this report drafted. Et une partie de cet argent, dans ce rapport rédigé pour Elon Musk, était liée au financement des attentats du 11 septembre et du 7 juillet. Le 11 septembre, c'était à New York. Le 7 juillet 2005, à Londres. Et au moins 80 millions de livres sterling ont été retracés, transférés depuis ces groupes de crimes organisés pakistanais basés au Royaume-Uni vers Oussama Ben Laden, alors qu'il se cachait dans les montagnes d'Abbottabad, au Pakistan. À ce moment-là, il était déjà recherché. C'était l'homme le plus recherché au monde. Il aurait reçu jusqu'à 80 millions de livres britanniques de ces mêmes groupes. Et l'hypothèse, c'est que tout cela aurait été fait délibérément, ce qui impliquerait que le gouvernement britannique serait un sponsor actif, un financeur du terrorisme, qui a tué des Américains le 11 septembre. Bref, ce rapport a disparu. Anyway, that report disappeared. I cannot find it. But if you go to Je ne le trouve pas. Mais si vous allez sur la page Twitter d'Elon Musk, sur son post sur X, il parle de Grok, de SpaceX, de Tesla, bref, de ses affaires en général, et aussi de gangs de violeurs immigrés au Royaume-Uni. Ça semble être son principal centre d'intérêt politique. Et quand Donald Trump est arrivé, quand il a été élu en novembre 2024, Elon Musk avait un tweet épinglé sur sa page X qui disait « Les États-Unis devraient-ils libérer le peuple de Grande-Bretagne de son gouvernement tyrannique ?» Ce sont ses mots. Donc, il y a une sorte d'implication profonde, une sorte de conflit qui pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'histoire, parce que le Royaume-Uni est impliqué dans à peu près tout, pas le peuple britannique, non. Not the British people, the British ruling establishment. L'establishment au pouvoir au Royaume-Uni, il est en train de victimiser le peuple britannique. Il soutient activement Benjamin Netanyahou et les Israéliens. Tout ça, ils essaient de le cacher, mais la vérité finit par sortir. Ils fournissent des armes, des pièces détachées, des munitions, ils font voler des avions espions, ils transmettent des données de ciblage presque tous les jours. Donc ils sont impliqués dans tout. Et ça crée un conflit majeur. Je pense que ce conflit finira par éclater. Et il va redéfinir l'avenir de l'histoire de l'humanité. Je vais simplement vous lire une déclaration de David Icke avec laquelle je suis d'accord. Je cite « Un réseau caché dirige l'évolution de la société humaine vers une dystopie extrême et une idéologie anti-humaine. » Les gangs de violeurs au Royaume-Uni, ce n'est pas seulement au Royaume-Uni, vous savez. Il faut aussi dire que ce n'est pas uniquement là-bas. Exactement la même chose se passe en France, en Suède, en Norvège, en Allemagne et peut-être dans d'autres pays encore. À grande échelle, vraiment à grande échelle, des dizaines de milliers de cas de viol commis par des immigrés. Et les gouvernements de ces pays font exactement la même chose que le gouvernement britannique. Ils bloquent les enquêtes, ils étouffent les affaires, ils arrêtent les victimes.
Vous voyez, la victime peut prendre 2 ans de prison et le violeur, lui, écope de 10 heures de travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça. Et franchement, comment se fait-il que la même chose se produise en Grande-Bretagne? Alex, cette affaire de viol, c'est juste une couverture pour ce qu'ils sont en train de faire, non? Oui, c'est juste une partie de ce qu'ils font. Une petite partie, en fait. Mais au fond, ils sont en train de détruire les fondations mêmes de nos sociétés. Ils sapent tout par en dessous. Alors, David Icke a parlé de dystopie extrême. Et franchement, je suis d'accord avec lui. C'est le bon terme. Et si on ne les confronte pas, si tout ça ne sort pas au grand jour, ils vont simplement continuer à détruire la société. Ils essayent de nous faire taire. Ils veulent imposer la censure. On le voit bien, ce conflit entre l'Union européenne et X, avec Elon Musk au milieu. On les voit aussi dissimuler ces réseaux de traite humaine, ces gangs de viol et Dieu sait quoi encore. Et maintenant, la France commence à ressembler aux États-Unis. Des rues entières pleines de sans-abri, de gens qui se droguent, pratiquement la même chose. Bref, tu vois, j'ai l'impression que la pression sur l'establishment britannique vient des États-Unis. Quel rôle joue Trump là-dedans? J'en sais rien. Quel rôle joue Elon Musk? J'en sais rien non plus. Mais c'est quand même intéressant qu'ils soient impliqués, non? C'est intéressant qu'ils s'en préoccupent, que ce soit un sujet pour eux. Trump va au sommet du G7, il ignore Keir Starmer, il refuse de lui serrer la main, il ignore Zelensky. Alors bon, quoi que dise Emmanuel Macron, peut-être qu'Emmanuel Macron, comment dire, il exprime juste ses vœux pieux. Moi, je ne pense pas qu'après l'Iran, la prochaine idée de Trump soit de revenir pour rejoindre la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Je n'y crois pas. Enfin, j'ai déjà eu tort. Il m'est arrivé de penser qu'une chose était trop stupide pour que quelqu'un la fasse, et je me suis trompé. Donc je ne peux pas l'exclure complètement. Mais ça me paraît tellement loin, tellement au-delà de l'horizon de la stupidité, que je ne vois pas ça arriver. Oui, Alex. Je pense que la seule raison pour laquelle ces groupes peuvent agir comme ça, sans aucune conséquence, sans aucune sanction, c'est qu'ils sont complètement liés au service de renseignement de ces pays. Exactement. Et d'ailleurs, tu te souviens, depuis le début de la guerre contre l'Iran, le principal plan du côté israélien, c'était d'envahir l'Iran à partir du Kurdistan irakien. Et on sait, d'après les renseignements, d'après des sources iraniennes, que le gouvernement britannique et la France étaient totalement impliqués. Ils formaient ces gens, ils leur envoyaient des armes. Donald Trump lui-même a dit qu'il avait envoyé beaucoup d'armes à ces gens-là. Mais ils entraînaient encore ces personnes il y a 2 ou 3 jours à peine. On a vu encore une fois, après des années, Daesh revenir au Kurdistan irakien en disant « Nous sommes là maintenant. Nous sommes prêts à attaquer l'Iran. » Je pense que le principal objectif reste le même. La façon dont ils manipulent ces réseaux de renseignement. C'est tout un réseau. Tout est lié. Ils savent ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens pensent que ce qui se passe en Europe n'a rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais tout est connecté et ils savent très bien ce qu'ils font. Oui. Oui, exactement. C'est ça, vous savez, je ne veux pas me répéter, mais c'est bien le conflit entre 2 systèmes de gouvernance. Et le système impérialiste, néocolonial, vient principalement de l'establishment britannique, de la City de Londres. L'axe, c'est la City de Londres, Wall Street et Paris. Et Paris, enfin la France, joue un rôle extrêmement important depuis des siècles. Même avant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà le réseau Rothschild français et le réseau Rothschild britannique. C'est toujours vrai aujourd'hui. À Londres, vous avez Nathan Rothschild et à Paris, Alexandre Rothschild. Et si vous suivez les événements de près, vous verrez que, sur les grandes décisions, les plans politiques et les agendas, Londres et Paris agissent toujours main dans la main.
they always, London and Paris always work in cahoots. When it was time to plunge the United States into a civil war, Quand il s'est agi de plonger les États-Unis dans une guerre civile et de les détruire, c'était Londres et Paris qui coordonnaient les actions anti-américaines. Je ne pense pas que ce soit différent aujourd'hui, parce que, quel que soit leur agenda, il n'est pas pro-américain. Ils veulent utiliser les États-Unis comme le policier du monde, mais au fond, ils préféreraient que les États-Unis n'existent pas. Ils voudraient les balkaniser, d'une manière ou d'une autre, soit en faisant leurs clients, soit en les transformant en une collection de petits États hostiles les uns aux autres. Cette obsession n'a jamais changé. Vous savez, ils veulent détruire la Russie, ils veulent détruire la Chine, ils veulent détruire l'Iran, et ils veulent aussi détruire les États-Unis. Je pense que l'attaque de Donald Trump contre l'Iran a été une énorme erreur, parce qu'il a exactement fait leur jeu. Mais j'espère que maintenant, c'est évident. Peut-être que non, mais ça devrait l'être. maybe it's not, but it should be. Je pense que ce qui se passe avec cette affaire, en gros, c'est qu'on se concentre sur ce plan en 14 points. La nuit dernière, à minuit, heure de la côte est des États-Unis, on a appris qu'ils avaient levé toutes les sanctions sur le pétrole iranien, le gaz et la pétrochimie. Et si je ne me trompe pas, ces sanctions américaines duraient depuis plus de 7 ans. Donc c'est un vrai changement. D'un autre côté, je pense que ce qui est crucial pour la survie de l'accord n'a pas tant à voir avec ce que les États-Unis et l'Iran peuvent faire. C'est surtout lié à ce que Benjamin Netanyahou décidera de faire au Liban. Parce que le Liban, c'est le premier point. Et en ce moment, les Israéliens rapportent que Donald Trump exerce beaucoup de pression sur Benjamin Netanyahou. Pas seulement maintenant, mais peut-être de plus en plus avec le temps. Parce qu'il ne veut pas qu'Israël reste au Liban. Dans le cadre de l'accord, Israël doit se retirer du Liban. Oui, Et ça, c'est totalement contraire à l'agenda israélien. L'agenda de Ben Gvir, de Smotrich, ils sont très clairs sur ce qu'ils veulent. Ils veulent annexer la Cisjordanie, Gaza et le sud du Liban. Ils appellent ça une zone tampon ou une zone de sécurité. Peu importe le nom, ça veut dire que ce serait intégré à Israël. Ramener les Israéliens en arrière ou freiner ce genre d'agenda, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas comment vous voyez la situation, la communication entre les deux administrations, en ce moment précis, alors qu'ils savent que cette guerre désastreuse leur a coûté une énorme défaite stratégique. Yes. Look, and the oui, statements écoutez, coming out of Israel les déclarations qui viennent d'Israël en ce moment sont hystériques et franchement très hostiles envers les États-Unis. Je veux dire, je les trouve incroyablement haineuses envers les États-Unis. Comme si les Américains les avaient trahis parce que la guerre ne s'est pas déroulée exactement comme ils l'espéraient. Comme si les États-Unis n'avaient pas leur propre existence. Comme s'ils n'étaient là que pour servir Israël. Et si, à un moment, ils refusent de le faire, eh bien tout à coup, on déteste les États-Unis. Le problème, à mon avis, vient des intérêts sionistes profondément enracinés aux États-Unis. Ils ont été affaiblis, certes, mais ils restent manifestement très puissants. On le voit bien au fait qu'ils ont réussi à faire insérer la section 224 dans la loi de défense nationale pour 2027. Cette section date de 2019, ils l'ont simplement déplacée. Now that section is 2019. They moved it about, and then Senator Tom Cotton inserted section 6. Et puis, le sénateur Tom Cotton a ajouté la section 622. En gros, c'est la fusion de l'armée américaine avec Israël, et aussi du renseignement. Oui, le renseignement, la technologie, les données, en fait, tout ce que les Israéliens veulent. Voilà. Tout. Ils vont participer à toutes les réunions, obtenir toutes les autorisations, avoir accès à toutes les technologies, à tout. Et la section de Tom Cotton, c'est la même chose, mais pour le partage du renseignement. Donc vous voyez les affaires de la CIA.
Oui, ce sont des évolutions absolument stupéfiantes. which are absolutely shocking developments. So, I'm not so worried about Trump because what he does, Je ne suis pas tellement inquiet à propos de Trump, parce que ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est sous les projecteurs, c'est visible, les gens peuvent réagir. Mais ce que fait le Congrès, ça c'est un vrai problème. Le processus de la loi d'autorisation de la défense nationale va se poursuivre jusqu'en octobre de cette année. On verra si la pression du public finira par pousser le Congrès à réduire cette coopération avec les Israéliens. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir. On a l'impression que les membres du Congrès se moquent complètement de ce que pensent les Américains, de ce que veulent les Américains. don't care what the American people think, what the American people want. It's all Israel, 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 because C'est toujours Israël, 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 parce qu'ils sont tous possédés et contrôlés par les milliardaires sionistes, les donateurs, les sionistes chrétiens, les évangéliques chrétiens. Et je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça. Mais je pense que ces intérêts vont encore être capables d'exercer une influence majeure sur la politique étrangère américaine. Donc même si Trump reprend ses esprits, qu'il se rend compte que c'était une idée vraiment stupide, et qu'il se dit qu'il doit écouter les Russes, les Chinois et les Iraniens, on ne sait pas ce qui va se passer. Franchement, je ne comprends toujours pas comment Trump a été amené à attaquer l'Iran. Donc, quoi que ce soit qui l'ait poussé dans cette direction, c'est toujours là, et ça continue de manigancer contre la paix. C'est toujours là, parce que c'est son administration. C'était l'administration Obama. Aujourd'hui, c'est l'administration Biden. Aucun d'entre eux n'a décidé de faire la guerre à l'Iran. Oui, je sais. Souvenez-vous, c'était... It was Obama's administration. It was Biden administration. It was George. None of them has decided to go to war against Iran, but Donald I Trump. know, but you remember it was right after 9/11. Right after 9/11. Juste après le 11 septembre. L'objectif, c'était 7 pays en 5 ans, et l'Iran était le 7e. Alors, vous savez, ces forces sionistes poussent à la guerre contre l'Iran depuis des décennies. Quand ce n'était pas directement les États-Unis, ils soutenaient Saddam Hussein, non? Et ils obligeaient leurs alliés dans la région à financer tout ça, à y participer. L'Allemagne envoyait des armes, le Royaume-Uni envoyait des armes. C'était tout oui, comme disait David Icke, un réseau caché. Ce réseau caché existe toujours. Il agit dans l'ombre. Et ce n'est pas seulement David Icke qui en parlait. John F. Kennedy nous avait aussi mis en garde contre une conspiration monolithique et impitoyable. C'est la même conspiration. De quoi sont-ils capables? Je suis assez sûr qu'ils sont affaiblis aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient avant. Et ils deviennent de plus en plus visibles. Et c'est bien là le problème, parce que leur pouvoir reposait sur leur capacité à dissimuler leurs actions. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours puissants. Ils ont encore énormément d'argent. Ils possèdent encore la plupart des politiciens américains, ceux qui votent les lois, les budgets, les financements de tout et n'importe quoi. Et ils contrôlent probablement encore des structures comme le NED, le National Endowment for Democracy. Mais au fond, Nima, c'est ça le conflit. C'est ça le combat. Ce sont deux systèmes de gouvernance. L'un, c'est cette conspiration monolithique et impitoyable. L'autre, c'est le reste du monde. Les Américains, les Britanniques, les Suédois, les Norvégiens, les Chinois, les Russes, les Iraniens, tout le monde. J'espère que Trump a repris ses esprits et j'espère qu'il coopérera avec les Russes et avec les Chinois et que l'accord avec l'Iran, qu'ils pourront parvenir à un accord de paix. Oui, ça, on verra bien, oui. Oui. Merci. Merci beaucoup, Alex. Merci de m'avoir invité. Malheureusement, vous savez, l'actualité va à une vitesse folle. C'est devenu très difficile de comprendre ce qui se passe. Oui,
Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on doit parler de ces choses-là. Il n'y a rien à prévoir, vraiment. À mon avis, c'est totalement imprévisible. Oui. Merci, Alex. À bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Prends soin de toi Thank you, Alex. et à très vite. See you next week. Take care and see you soon. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.